Oui, ça va du capitalisme, de la loi du marché. Vous pouvez pas me rendre compte le pied que c'est de vous voir en fait. Non. On changera de salle la prochaine fois, je crois. Ah ouais. Bah oui. Bah oui. Pas mal de gens. Donc on est très contents que vous soyez là, nombreux, tout ça, et même à 18h, je crois qu'on va le refaire sur cet horaire d'ailleurs. Je voudrais faire Le ciel est à vous de Grignon, qui est un film sublime aussi. Ah ouais. Hein? Pas de lundi, on va vous fixer, c'est vous qui décidez. Hein. C'est un cinéma public. Et donc, je commence par dire 3 mots du film que vous allez voir. D'abord, je pense que l'histoire du cinéma a un peu tranché en faveur d'Ophuls, en fait. Je crois vraiment ça. C'est-à-dire que, définitivement, y compris grâce au discours d'un certain nombre de ses confrères et consoeurs, réalisateurs et réalisatrices, il est devenu une valeur mondiale. Ce qu'il n'a pas toujours été. Voilà. Parce que moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'un de ses plus beaux films, qui s'appelle Le Plaisir, un film extraordinaire d'après Maupassant, n'a fait l'objet d'aucun recensement dans les 2 principales revues critiques, et en particulier dans les cahiers du cinéma, où il n'y a pas une ligne, parce qu'on considère que c'est un film raté, qui n'a pas d'intérêt. Et quand on regarde le classement de la décennie, on se rend compte que tous les futurs grands cinéastes de la nouvelle vague le citent parmi les films les plus importants de la décennie. C'est-à-dire qu'au moment où il le découvre, personne ne comprend que c'est un chef-d'œuvre, en fait, et que c'est un film qui est un sommet de l'histoire du cinéma. Et tout à coup, quand on y réfléchit, quand on le revoit, quand on échange avec ses amis, on se rend compte que c'est vraiment un maître. Et du coup, Ophuls, aujourd'hui, c'est un très grand cinéaste reconnu aussi bien par Spielberg que Kubrick, que Kelly Reichardt, voilà, par des gens extrêmement diversifiés. Ce qui est d'autant plus beau que, d'une part, il fait partie de ces gens dont on peut dire, y compris au risque d'imprimer un tout petit peu la légende, que probablement leur ambition les a tués. Voilà, je pense évidemment un tout petit peu à Tati en écho derrière. Parce que une histoire, qui est peut-être une légende, mais j'ai tendance à y croire, raconte que l'échec de Lola Montez, son dernier film, a été tel que le jour de la sortie, il traînait sur les Champs-Élysées pour essayer de supplier les passants de devenir des spectateurs de son film, parce qu'il savait que le sort du film allait se jouer là. Et il est mort très peu de temps après, en fait, comme totalement détruit par l'échec de ce film qui est l'un des sommets de l'art cinématographique et l'un des films les plus ambitieux jamais faits. Voilà, évidemment, moi, ça m'évoque le sort de Tati et Playtime, c'est-à-dire un cinéaste qui tout à coup investit tout, quoi, fait un projet complètement dingue, d'ambition, d'exigence, de générosité en même temps, et qui en même temps est tellement en avance sur son temps que personne ne voit à quel point c'est un film important, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, puisqu'un certain nombre de cinéastes du monde entier ont pétitionné pour dire « Attention, il faut que vous alliez voir ce film, c'est un film majeur », dont Rossellini, dont Cocteau et quelques autres. Voilà, donc aujourd'hui, tout le monde s'accorde sur le fait que c'est un immense cinéaste, et ce film-là est un de ses grands films. Il a comme particularité Ophuls d'être le plus international de tous les cinéastes de l'histoire, presque, puisqu'il a fait des films en Allemagne, en France, en Italie, aux États-Unis, au Japon. Et chaque fois, c'est des films importants. Enfin, donc c'est inouï d'être à ce point adaptable à l'ensemble des systèmes de production du monde. Enfin, il y a très très peu d'exemples, en fait, dans l'histoire du cinéma. Là, évidemment, vous le savez tous, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Stefan Zweig. La nouvelle date de 1922, le film de 1948. Et une des particularités de ce film, c'est très troublant compte tenu de sa réussite aujourd'hui, c'est que quand Ophuls arrive sur le projet, à l'incitation du scénariste, Koch, scénariste qui au passage est un des adaptateurs de la nouvelle qui a fait sauter des gens dans le vide au moment où Orson Welles s'est mis à faire une fameuse émission de radio, Le meilleur des mondes. C'est lui qui a adapté le texte de Welles. Et qui est du coup... Quoi ? Sauter les gens dans le vide. Oui, il y a des gens qui auraient pris panique de l'arrivée imminente des extraterrestres et qui se seraient jetés par la fenêtre. Je suis en train de raconter toutes les légendes hollywoodiennes en une fois. Bref, donc c'est le scénariste qui insiste pour que ce soit Ophuls. Au départ, c'est pas du tout écrit comme ça, ils ne savent pas qui doit le réaliser. L'important, c'est que ce film soit adapté parce que la nouvelle est sublime, pense le producteur hollywoodien, et parce qu'il faut mettre en valeur l'actrice qui est la compagne du producteur, John Fontaine. Et donc quand Ophuls arrive sur le projet, en fait, il a un scénario déjà quasi écrit, il a une interprète principale, John Fontaine, et il a un acteur imposé qui est Louis Jourdan. Et voilà. Et avec ça, débrouillez-vous pour faire un film personnel, et vous allez voir à quel point celui-là l'est. Voilà. On se retrouve après la projection. Merci. Un tout petit peu décalé pour des raisons que j'ignorais, que j'ai découvert en travaillant sur cette présentation. C'est que c'est pas tout à fait son film. Enfin, il y a le fameux producteur qui vivait avec l'actrice principale a fait une version intermédiaire
sans son contrôle. Et il reste des choses qui apparemment sont pas entièrement de lui pour valoriser John Fontaine. Mais d'abord, il y a un truc très impressionnant chez Ophuls qui est vraiment, ici, vraiment bouleversant. C'est que c'est le cinéaste de l'élan. Et c'est ça qui le préoccupe fondamentalement. Voilà. C'est comment une puissance de vie s'exprime par un élan, qui est évidemment très souvent lié à la fois à la jeunesse et à l'amour. Et donc, ce qui meut les personnages, c'est des sentiments absolus, purs. Elle, évidemment, d'abord, Lisa. Et évidemment, la vie passe son temps à, c'est le cas de le dire, on y reviendra sur la question de la temporalité, mais elle passe son temps à mettre des obstacles pour briser cet élan. Et donc, évidemment, on est tout de suite dans la tragédie, parce qu'il y a une contradiction entre le mouvement et le temps, parce qu'on a envie d'être dans cet élan avec elle, au risque de l'aveuglement, comme elle, et que sans cesse, il y a ces bâtons dans les roues, quoi, qui empêchent d'avancer. On les enlève que quand il y a un convoi mortuaire à la fin, quoi, parce que quand même, on laisse assez peu de chance à Stéphane Brun sur le champ d'honneur, comme on dit. Donc, évidemment, cet élan, il va contaminer la mise en scène. C'est-à-dire que c'est le génie du travelling, hein, Max Ophuls. Il l'utilise de façon prodigieuse. Et en réalité, dans ce film-là, probablement moins que dans d'autres, pas moins prodigieusement, mais quantitativement moins, parce qu'il l'utilise quand vraiment il faut qu'il y ait une foi qui se mette en place, un espoir, et évidemment notamment dans tout ce qui a trait à la fameuse séquence du cratère, qui est une séquence sublime, où la question du mouvement est évidemment hyper centrale, notamment grâce à cette idée géniale de la séquence du faux voyage, qui recèle en elle-même toutes les beautés du monde, quoi. D'abord parce que c'est le voyage qu'ils font ensemble. Perhaps we've been to some of the same places. No, I don't think so. Ensuite parce qu'évidemment cette scène du faux voyage résonne avec les autres voyages auxquels on sera confronté, et en particulier avec les deux départs dans la gare, qui tous les deux résonnent très fortement avec les 2 semaines du départ définitif de Stéphane Brun, dont elle sait tout de suite qu'il ne reviendra jamais pour elle, et du départ de l'enfant, nous savons, dès l'annonce de la quarantaine, puis à la confirmation du typhus, qu'il ne reviendra pas non plus dans sa vie. Bye, Mother. 2 weeks. Et donc le voyage immobile contraste avec ceux des voyages réels, hein, qui vont emmener les 2 hommes et enfants de sa vie loin d'elle, et qui vont la condamner du coup à l'autodestruction, enfin à la mort. Et néanmoins, il y a cette puissance de l'élan, quoi, qui est l'élan amoureux, qui est l'élan de vie, qu'elle incarne, et qui passe par la grâce absolue de l'actrice, du personnage, de la mise en scène. C'est un des films les plus élégants du monde. Il y a des choses juste prodigieusement fines dans l'écriture. On peut en citer quelques-unes, mais... Non, je ne sais pas. Je sais pas. Non, bizarre. Je pense par exemple à l'enfant qui reconnaît son faux père, évidemment à contre-temps, parce que le modèle du film, c'est ça, c'est le contre-temps permanent. C'est de se souvenir trop tard, c'est de réaliser trop tard, c'est d'aimer trop tard. Et quand il revient en disant « T'as vu, je l'ai appelé papa », évidemment, il est 2 heures trop tard. Ça ne tient pas à grand-chose. Hein. Et la dispute dans le film, là, c'est vraiment ça tout le temps, en fait. On parle sans cesse de ça, d'ailleurs.
même le copain de la mère, par exemple, quand il est à la gare et qu'il fait envoyer ses voyages, ses bagages, d'abord il s'arrange pour payer moins cher, mais ça arrivera plus tard. Et ensuite, il dit que l'essentiel, c'est que ça arrive à l'heure, qu'il faut vraiment être tout le temps à l'heure. How long will it take if we send them to Linz third class? 2 weeks, maybe. 2 weeks. Very good. Mark each of these second class. Third class. Each of these third class. Third class. Voilà. Et en fait, cette question-là du timing, elle est constante dans le film. La tragédie de la vie, c'est ce décalage temporel permanent. En fait. Et donc, il y a quelque chose de prodigieux, en fait, d'être à la fois avec le personnage et sa pureté totale. Je dis ça, évidemment, il faut accepter un certain nombre de conventions. C'est-à-dire que non, l'actrice n'a pas 16 ans, jamais. Donc oui, il faut accepter qu'elle a 16 ans. Il faut accepter qu'elle peut en avoir 18 et un peu plus ensuite. Et que oui, ça fait partie des conventions du cinéma hollywoodien pour 2000 raisons, dont des raisons de censure, qui en fait a été très agissante sur le film. Qui a conditionné pour partie son écriture. Ça, c'est ce qui porte les travaux récents. Mais donc cet élan, il est sans cesse confronté à des enjeux de temps, de surgissement d'obstacles. Et évidemment, l'obstacle le plus beau, le plus douloureux, le plus improbable qui vient de Strike, c'est la question de la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a le temps objectif. Quand il la retrouve, vous avez entendu, il lui dit je crois que toutes les aiguilles du monde se sont arrêtées. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de temporalité. Il est dans un présent continu. Ce présent continu a évidemment à voir avec une logique de conquête permanente. Et la beauté du film, enfin, l'une des 10 000 beautés du film, c'est qu'évidemment, ces conquêtes permanentes qui le vouent à un présent continuel, en fait, lui font tout perdre. C'est-à-dire qu'il perd à la fois la femme de sa vie qui était là sous ses yeux depuis toujours, et qui, elle, l'a attendu, et qui, elle, a inscrit son histoire dans la durée. Mais en fait, il perd son art aussi. Y compris parce qu'il n'a pas su s'y vouer. Alors évidemment, là, il y a un rapport à Ophuls. Qu'est-ce que c'est que d'être metteur en scène? Qu'est-ce que c'est que d'être artiste, cinéaste? Mais quand on lui propose la partition là, dans le café, il dit non, mais on verra plus tard, on en reparle demain. Et donc il est dans la fuite permanente. Une fuite qui le condamne au présent, qui fait que rien ne s'inscrit, que rien ne se prolonge, que rien ne se remémore. Et du coup, la scène démente de la fin, au moment des retrouvailles, quand elle est allée chez lui, que le mari est allé jusqu'à la porte pour voir si elle allait jusqu'au bout et pour donc tourner définitivement la page, comme on dit. Elle est géniale parce qu'il lutte avec des temporalités différentes. Évidemment, la phrase qui, moi, me tue, c'est « Est-ce que vous avez voyagé ?» Parce qu'évidemment, cette phrase-là, tout à coup, on se prend dans la figure, c'est voyage à lui, la Scala à Milan, et évidemment, cette séquence géniale du Prater, oui, elle a voyagé une fois dans sa vie, ce voyage dans lequel elle mettait en abîme les voyages imaginaires de son père, et le seul voyage qu'elle ait fait, ce qui a transporté toute sa vie, c'est ce voyage à l'intérieur du wagon qui lui a permis d'explorer l'ensemble des pays. Enfin, quelques pays, parce qu'après, il n'y en a plus de pays, vous avez vu, il n'y a plus de territoire pour cet amour-là. Alors, je digresse un tout petit peu, mais c'est important. Évidemment, le pays au centre de ce voyage imaginaire, c'est la Suisse. Switzerland. 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 Looking down at the flying fish, then what? Aren't you going to finish the trip? Well, there weren't any trips. Do you mind? D'où évidemment l'allusion à l'enfant qui évoque le cadeau venu de Suisse. May I see it? Mm-hmm. Or for brushing his teeth. Made in Switzerland. Switzerland must be a very nice place, don't you think? Tout à coup, on se dit, ah oui, ce voyage a vraiment, vraiment été important. En fait, tout s'y réfère. Et évidemment, tout se réfère à ce moment-là et à ce qui a suivi. Donc évidemment, l'enfant porte le même prénom que son père, soi-disant caché.
même une façon de dévoiler un tout petit peu. Et dans la séquence de la Suisse, il y a comme ça des... Voilà, elle est génialement écrite. Je ne sais plus exactement ce qui vient de Sven, ce qui vient de Cork et de Fuls, mais il y a en particulier deux métaphores qui sont utilisées dans cette séquence, qui sont des questions apparemment naïves. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a monté en haut d'une montagne? Et la réponse, drôle, amusante, c'est on redescend. Et évidemment, c'est un emblème du film. Évidemment, ça ne parle pas du tout que de montagne, ni que de Suisse. C'est que tout le film va montrer ça. Et il va l'utiliser par une métaphore géniale et somptueusement ophulsienne, qui sont les montées et les descentes d'escalier. Second act. Going up. Second act. Curtain going up. Second act. Second act. Going up. Look, isn't that Stephen Brandt? Suisse du film. Et ils sont utilisés de façon prodigieuse, vraiment prodigieuse. Par exemple, il y a un truc, moi, ça, en tant qu'idée de mise en scène, ça me tue. Enfin, vraiment, je suis... C'est le moment où elle arrive à ses fins, c'est-à-dire qu'elle monte, elle, l'escalier, alors qu'elle l'a vu si souvent. L'homme monté seul ou pire accompagné, et où la tragédie vient du fait que la caméra est à la place de l'enfant, à la place qu'elle occupait elle. Donc d'emblée, le positionnement de la caméra nous raconte qu'elle est une dans la liste et qu'il n'y aura rien d'autre, parce qu'il n'y a pas d'autre mode de fonctionnement possible. C'est proprement génial. Et le serviteur qui vient se mettre un tout petit peu plus bas, qui s'arrête, qui la regarde monter, et dont on voit juste par l'attitude corporelle que lui sait, que lui a compris, que là encore on est à deux mots près, sauf qu'il n'a pas la parole, et qu'il ne va pas l'écrire. Il faudra attendre la fin du film pour qu'il écrive son nom. C'est juste sublime. Voilà, donc il y a beaucoup de montées d'escalier, parce que ça correspond à l'élan, c'est ce qu'on a envie de franchir, quoi. C'est cette espèce d'aspiration vers l'autre, vers l'amour, vers une vie rêvée. Et puis il y a des milliers de descentes, quoi, dont la dernière est évidemment la toute dernière du film, quand on va vers le convoi funéraire qui nous mène vers le duel. Mais avant, il y a des tas de moments comme ça, où on descend les marches, où on descend vers la boisson, vers la vie légère, vers la conquête d'autres femmes. Et un certain nombre de séquences sont fondées vraiment sur ce geste-là, c'est-à-dire d'ouvrir, de nous laisser croire et en même temps de nous faire partager à la fois la jouissance et la beauté de cet espoir-là, et puis dans le même temps de redescendre. Il y a une séquence qui est entièrement construite là-dessus, c'est la scène de l'opéra, de la flûte enchantée. Parce que le travelling qui précède la montée de l'escalier, qui fait ça? Il y a une espèce d'errance comme ça parmi les personnages qui composent cette société, cette bonne société, à la fois éduquée, argentée. Et puis tout à coup, on participe de l'élan de ce truc, voilà, du couple qui malgré tout a surpassé
et dont on se dit que finalement elle n'est pas dans la déchéance sociale, au contraire. Son mari a l'air de l'aimer, personnage magnifique, vraiment magnifique, parce qu'il sait tout, et sauf qu'il sait qu'il ne pourra rien. Et qu'il a beau lui dire qu'il pourra l'empêcher, il y a des épées derrière lui, qui évidemment annonce la fin du film. Mais ça ne changera rien en fait, parce que cet élan-là est trop fort. Et dans cette parenthèse, il y a un truc, dans les petits détails comme ça, de choses magnifiques, quand il lui demande « Est-ce que vous êtes heureuse ?» You are happy? Et qu'au lieu de répondre oui, elle répond comment je pourrais ne pas l'être. C'est pas une question. C'est tellement beau de ne pas pouvoir dire. Et comment est-ce qu'elle pourrait oser dire mais non en fait? Je ne peux pas, parce qu'il y a un absolu. Toi, tu ne seras jamais que du relatif. Et donc il y a cette montée d'escalier. Et évidemment, elle va venir s'inscrire dans un mouvement global, qui est celui de la descente ensuite, quand on l'accompagne, elle, vers la sortie. Avec ce truc vraiment génial, qui est que c'est le mari qui ouvre la porte. Promise I'll see you again. I must see you. I don't know. Et qui du coup, voilà, condamne l'histoire en fait. C'est tout, a tout vu tout le temps. En fait, l'omniscient du film, c'est lui qui comprend tout, qui sait déjà. Avant les autres. Et le fait de faire exister ce personnage-là, c'est génial, c'est proprement génial. Mais en fait, voilà, il y a 2000 choses géniales, enfin, y compris le personnage de Stefan Brandt, y compris parce que il est vu comme un osseur, comme un homme en conquête permanente, comme quelqu'un qui se voue constamment à la séduction et au plaisir immédiat, sexuel, entre autres. Mais il est aussi vu comme un être totalement insatisfait, en fait. Il sait, lui, qu'il passe à côté de sa vie. Il y a un truc comme ça, c'est aussi ça qui le rend douloureux et bouleversant. C'est qu'il sait que l'amour, c'est pas ça, c'est pas cette consommation-là qu'il se voue, et que la vraie vie, ce pourquoi il était fait, c'est pas ça non plus, puisqu'en fait, il finira avec un piano fermé, dont il ne détient pas lui-même la clé. Il faut donc que le serviteur rende peut-être jouer 3 notes pour plaire à cette femme au cas où c'est un totalement acquis. Nowadays, I'm away quite a lot of the time. Oh, I'll ask him for the key when he comes back. Voilà, et cette insatisfaction, il le dit dans la scène du printemps. Et elle lui dit aussi. Voilà. Et donc, en réalité, tout est dit, mais là encore, à des temps différés. Donc le fait que ce ne soit jamais dit ensemble, au même moment, dans une temporalité qui les rend audibles l'un à l'autre, fait que tout ne pourra aller que vers la destruction. Voilà. Et évidemment, pour le coup, le film les accumule vraiment un peu, dans une logique très mélodramatique, et en même temps, il le fait avec une puissance, par exemple le fait de ne pas du tout s'attarder sur la mort de l'enfant, qu'on mise sur le fait que de toute façon le spectateur sait déjà, et qu'en un sens, tout est voué là à la destruction totale, et donc à la descente aux enfers, quoi, pour reprendre cette métaphore de l'escalier. Bah, du coup, ça fait que tout peut s'enchaîner et que du coup, le scénario initial de l'homme qui va fuir devant le duel peut être dévié. Voilà. Il y a une chose qu'il n'aura pas fui, c'est sa propre mort. Sinon, toute sa vie, il n'aura été que dans la fuite. Voilà, c'est un mélo sublime. Parenthèse, c'est un des modèles d'un film vu à Berlin il y a 3 jours et que je vais défendre ardemment. Qui est un film qui s'appelle Avec amour et acharnement. Qui est un film, le scénario de Christine Angot et la mise en scène de Claire Denou. Et moi, j'ai rarement vu ça dans le cinéma français. Enfin, doser à ce point le mélo, de façon très frontale. C'est une bonne nouvelle, il y a beaucoup de mélos. Il y en a 3-4 ces derniers temps. Et là, elle ose vraiment. Des trucs qu'on ne fait pas en France, hein. Enfin, y compris des ralentis, y compris des personnages archétypés. Et Vincent Lindon, que vous rappelez tout à l'heure, dans ce film-là, il est tombé par terre. Voilà, elle a eu le prix de mise en scène à Berlin, elle a vraiment mérité. Il y a un truc très asiatique, enfin de mettre en scène, mais j'espère qu'on en parlera avec elle. Comme peu de gens ont vu encore, je compte bien lui faire une lettre d'amour. Non, je peux. Bon, et puis la dernière chose dont je voulais parler, c'est un truc
Truffaut a essayé de caractériser le style de Ophuls en parlant de sa logique je cherche le mot utilisé par Truffaut, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce texte, d'interposition. Et effectivement, il y a un travail sur l'interposition, c'est-à-dire ce qui se met entre le personnage et nous. Alors, il y en a un très caractéristique dans le film, et c'est très beau, parce que c'est tellement tenu, tellement fin, tellement bon dans la composition des plans. C'est la vitre. Alors, évidemment, l'exemple absolu, c'est la première rencontre, celle qui cristallise au sens réalien la rencontre, et l'amour entre eux, enfin, dans un sens. Puisqu'elle se met de l'autre côté de la porte, et que donc, il se voit à travers cette vitre. Et en fait, cette vitre va être reconduite partout. Juste derrière, elle apprend à danser pour lui, et elle est de l'autre côté de la vitre par rapport à l'ensemble du groupe. I wanted to become more graceful and learn good manners for you. Et en fait, très régulièrement, dans toutes ces premières séquences, il y aura une vitre entre eux. Elle sera systématiquement de l'autre côté de la vitre, confère cette scène sublime où elle va écouter de plus près, et donc elle monte une fois de plus l'escalier, elle se met sur support et il ouvre la vitre qui nous fait entendre de plus fort pour être au plus près du piano, de l'air, de lui. Voilà, et où elle essaye du coup de briser la vitre, enfin de la faire disparaître comme obstacle contre elle. Et en fait, il va filer ça, c'est évidemment hyper tenu, jusqu'au rideau par exemple. Hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront eu leur nuit d'amour, Ophuls ouvre sur un rideau fermé, on ne voit que ça, et là on le tire, et tout à coup il va aller vers elle pour la première et dernière fois du film, puisqu'il va enquêter pour trouver son lieu de travail et aller assez devant, mais c'est pour lui annoncer qu'il part, et qu'il part 2 semaines. Avec cette résonance, les 2 semaines qui finit par devenir évidemment extrêmement tragique. Alors il y a cette interposition-là de l'objet vitre, du filtre, qui est très beau parce que une vitre, c'est à la fois ce qui rend l'autre apparent, on a un accès visuel, et en même temps c'est ce qui l'empêche de toucher, de retrouver. Donc c'est une frontière réelle. Mais il y a une deuxième chose qui, moi, me frappe beaucoup dans ce film, et elle est très belle, vraiment. C'est que c'est la façon qu'a Ophuls de mettre en scène des dissonances, pour créer des contrepoints comiques. D'abord, il y en a pas mal en fait. Ils sont formidables, ils sont fins, ils sont drôles déjà. Et pour créer du coup une sorte de dissonance, voilà. Y compris dans les scènes les plus angéliques et idylliques de la soirée au Prater. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est par exemple toute cette attention précisément aux personnages secondaires. Et en fait, ils sont tous formidables et à chaque fois, ils apportent quelque chose qui empêche, ça c'est l'une des formules que j'ai lues aujourd'hui, les amoureux d'être seuls au monde. Ils ne sont jamais seuls au monde. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là, pas loin, qui pourrait être une aide ou qui sera un obstacle et sur lequel la mise en scène va systématiquement s'attarder. Par exemple, je citais le voyage imaginaire là, pour le coup, ça marche pas s'il n'y a pas quand même la dame qui tient le guichet et le monsieur qui pédale. Et donc, on va leur consacrer vraiment du temps, parce qu'à la fois, ils sont contents parce que ça fait tourner la machine, puis en même temps, ils font un effort physique pour changer de décor. Voilà, c'est évidemment une métaphore du cinéma lui-même, du théâtre, du cinéma, et d'une certaine façon de l'artificialité du film, parce que c'est un vrai film de studio. Ça ne se cache pas, ce rapport à l'artifice. Et, attends, je dis juste ça. Et en fait, ce rapport-là à la perturbation par un personnage hors champ au départ, qu'on devrait ne pas voir apparaître, en fait, il le systématise. Par exemple, il y a évidemment tous les joueurs de musique qui sont là au moment des valses incessantes et qui regardent leur montre et qui n'en peuvent plus et qui n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez elles. Et évidemment, on est à la fois dans le fait d'étirer au maximum le temps suspendu de la grâce du couple accompli, où on voit l'accomplissement, et en même temps, on est dans le fait que, ouais, mais dites donc, ça marche pas que à deux, la société, tout ça, il y a aussi des gens qui font que c'est féerique, et ces gens-là peuvent aussi mettre en crise, d'une certaine façon, principale, et ça aussi, ça participe de la très grande beauté du film, c'est qu'on est à la fois à 2000% dans le mélo, si on a envie d'y être, hein, parce que
peut être totalement hermétique et bloqué pour 2000 raisons. Et puis en même temps, il y a ces contrepoints comiques qu'apporte précisément cette perturbation. Et en fait, cette logique de perturbation, là, elle est très visible dans ces scènes-là, et on s'en souvient souvent, parce que c'est drôle, parce que ça fait exister des petites gens qui, aux yeux de cette bonne société, n'ont sans doute pas d'importance. Mais il y a aussi la perturbation dans les scènes mêmes. Alors là, je pense à la séquence de Leeds, que je trouve extraordinaire pour ça. C'est qu'elle est la première tentative de normalisation, de réintégration. Elle n'a que 18 ans, le type qu'elle va épouser est formidable. Évidemment, il se vend, y compris par rapport à son futur statut social, comme l'a fait l'homme pour sa mère, puisque sa mère va épouser un type en se disant que quand même ça va les sortir de l'ornière et qu'ils vont changer précisément de catégorie sociale. Et en fait, dans cette séquence de Leeds, il y a au moins 2 moments de perturbation géniaux, le deuxième étant plus visible que le premier. En fait, au moment précis de leur rencontre avec le jeune homme, il y a une carriole qui passe au premier plan et qui fait beaucoup de bruit. Et qui, du coup, évidemment, nous empêche d'être dans le moment idéal de rencontre qui devrait déterminer et changer la vie de cette femme. C'est-à-dire que le bruit provoqué par la carriole à l'avant-plan ruine d'emblée la séquence, en fait. C'est-à-dire qu'on sait tout de suite qu'il y a un truc qui ne va pas marcher et que là encore, c'est une histoire de contretemps. Voilà. La carriole serait passée 2 minutes plus tôt. Peut-être qu'il y avait une toute petite chance que ça marche, mais là, c'est mort. Et en fait, évidemment, la fin de la scène, puisqu'il y a beaucoup d'effets de boucle dans le film, va de nouveau raconter ça, puisqu'au moment où on va avoir les grandes explications, alors qu'on commence à servir le vin pour fêter les futures fiançailles, et là, il y a l'orchestre qui passe, qui joue un tout petit peu lourdement, hop, hop, hop. Voilà, et tout à coup, la bande-son est entièrement envahie par l'orchestre, et ça couvre entièrement les explications dont on n'a évidemment pas besoin, ce qui substitue du mime à la parole, et on entendra juste la conclusion verbale de cet échange pour dire à quel point ce couple de substitution en fait est ruiné par la puissance du souvenir de cet amour permanent vécu par Lisa. Voilà, je crois que j'aime ce film. Est-ce que vous voulez qu'on en parle 2 minutes avant? Merci de passer ce film ici. Mais oui, ce que je propose, c'est la question de la reconnaissance et comment on existe selon le désir de l'autre, selon ce qu'on croit que l'autre va aimer, et comment elle n'existe jamais dans le film, et notamment avec la question de nommer l'autre. Quelque chose qui est très très beau, et très très bouleversant, et qui fait aussi deviner la belle nuit qui sont passées, c'est quand il lui dit sur le quai de la gare, dites mon prénom comme vous l'avez dit hier soir. Et elle le nomme. Elle dit Stéphane. Et cette fois-ci, j'avais jamais remarqué avant, elle n'est jamais nommée par lui, jamais. C'est le serviteur qui la nomme à la fin sur le texte. Et une fois qu'il est trop tard, en effet, elle existe quand il est trop tard, et il dit 2 fois son prénom, Lisa, Lisa. Et ça, c'est... Dans l'écriture, c'est splendide. Et ce qui est faux aussi, c'est que quand on a lu la nouvelle est terrible, quoi, horrible. Et il ne se souvient pas d'elle dans la nouvelle. Là, pour le film, il a fallu que Louis Jourdan sorte avec les honneurs, mais enfin, voilà. En tout cas, merci. Il se souvient d'elle, mais l'image est géniale, vraiment, et puis elle est incroyablement gonflée, parce que ça pourrait être une convention pure. C'est cette espèce de dernier regard vers la porte, où tout à coup, il la voit en fantôme. C'est-à-dire que c'est à la fois une image souvenir, parce qu'effectivement, quand il y repense, peut-être, et en même temps d'ailleurs, elle est légèrement décalée, parce qu'elle devrait être derrière la vitre, et là, tout à coup, elle apparaît, comme si elle était précisément accessible au toucher, en embrassade. Et en même temps, évidemment, c'est un fantôme. D'ailleurs, c'est un effet de surimpression, donc elle n'est plus là. Donc elle est vraiment perdue pour toujours. D'où la nécessité de faire dévier le scénario et effectivement de ne plus être tenté par la tangente et d'assumer pour la première fois ses responsabilités, non pas celles de père, puisque là pour le coup il n'a jamais été au courant, mais celles de gentleman, comme qualifiaient au départ les gentilshommes. Les gens qui affrontent leurs responsabilités en duel et sans doute d'aller vers le monde. Voilà, c'est une conclusion bien sinistre. Non, allez-y. Ouais. Moi, ce qui m'a frappé quand tu parlais de dissonance, c'est qu'en fait, Lisa, toute son enfance, elle imagine qu'il joue que pour elle. Et la seule fois où il joue pour elle, c'est sur un piano tout désaccordé. Et ça m'a frappé. Ouais, c'est vrai.
Parce que lui, pour lui, ce qui suffit dans le rapport à la séduction, à la conquête, c'est la mise en scène de l'être social, pianiste. C'est pas du tout la qualité du jeu, en fait. Et donc il est bien meilleur quand il joue pour lui-même. Il donne rien quand il joue pour les femmes qui l'accueillent chez lui. C'est un jeu mais pas artistique, clairement. Ouais. Moi, j'avais pas revu le film depuis 50 ans. Oula. Moi, ça fait que 10 ans. Hein. Votre propos m'a permis de le voir. C'est excellemment riche. Et cette notion d'événement, de voyage, vis-à-vis de l'amant qui part avec 15 jours à Milan, cette association avec l'enfant qui part, il y a également ce que je peux entendre, voir, c'est le départ de cette femme, de son propre père, qui partait également en voyage et qui revenait avec des revenus de voyage. Donc, cette sorte de filiation secrète du regard de l'homme, du père à l'amant jusqu'au fils, qui est dans une fuite éternelle. Et puis il y a ce qui m'a frappé aussi, c'est cette présence où on peut espérer un sauvetage, une protection par cet environnement militaire. On retrouve le dernier mari, on pensait qu'il est général d'armée, je ne sais pas exactement, mais et puis la présence de cette vie militaire qui était vieille, il y a un regard... Et Linz, qui est vraiment associé à ça. Et Linz qui est associé à ça. Et c'est ce qui m'a frappé, c'est ce balancement, on a une espérance que ça se résolve, que ça s'arrange, et puis non, il n'y a pas d'issue que l'homme. Voilà, vous voulez vraiment qu'on t'aille sur le moment. Eh bien, merci beaucoup de votre attention et à très vite. On va vraiment faire le ciel est à vous, je pense. Je pleure aussi au ciel est à vous, pour info. Et puis on fera sans doute une séance spéciale Tati, parce que ça fait longtemps, qui est plutôt bien, qui a été fait il n'y a pas longtemps, et qu'on voudrait montrer. Je dis ça, on a juré de faire moins de séances uniques dans notre programme, mais il y a des moments où il faut laisser céder à l'élan. Voilà. Merci, bonne soirée.